Alors, comme je suis en train de le dire tantôt, merci beaucoup et bienvenue à ces cours sur l'introduction à la cybersécurité. Ensemble, nous allons passer 2 semaines. Donc, 2 semaines durant, nous allons parler de l'introduction à la cybersécurité. Donc, rappelez-vous encore que les cours, c'est l'introduction à la cybersécurité. On va parler tout au long que la cybersécurité est une très vaste science. C'est une science qui est vraiment en train de s'élaborer, qui est en train d'évoluer et elle est très vaste. Donc la cybersécurité, si ça vous intéresse, ça doit être un très long chemin. Donc là, c'est juste la première partie. Donc c'est la partie où vous vous intéressez à la cybersécurité. Après, si vous voulez développer vos compétences en cybersécurité, il y a plusieurs formations à faire, il y a plusieurs étapes à franchir pour arriver jusqu'au sommet. Soit il y a aussi certains qui sont là juste à titre informatif, juste pour savoir c'est quoi la cybersécurité, comment se protéger. Donc, juste pour un cadre basique, ça, c'est sans problème. Et comme nous l'avions dit que cette formation est ouverte à tout le monde. Donc, même si vous n'avez pas de connaissances en informatique, vous pouvez suivre la formation et puis vous en sortir. Donc, la formation est gratuite, alors, mais il n'y a rien de gratuit, il y a toujours un prix à payer. Alors, c'est quoi? C'est que vous devez payer dans cette formation, c'est votre détermination. Voilà. C'est ma cinquième fois d'organiser une formation gratuite et très souvent, il y a plusieurs personnes qui viennent s'inscrire parce qu'on a un formulaire d'enregistrement. Les formulaires, c'est rempli et tout et tout. Après, il y a très peu qui suivent la formation, OK? Et après, il y a encore un nombre très bas qui vont jusqu'à la fin. Alors, j'espère bien que on sera nombreux à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vois qu'il y a 105 personnes qui sont connectées. Waouh, c'est vraiment super. Mais j'aimerais bien que jusqu'à la dernière séance, que nous soyons aussi nombreux. Bien que je sais que le nombre ne sera pas aussi grand parce qu'il y a toujours ceux qui se fatiguent en cours de route. Alors, soyez déterminés, soyez organisés et aimez ce que vous seriez en train de faire. Alors, la formation va s'étendre sur 2 semaines. Donc, on commence aujourd'hui. On aura une prochaine séance le mercredi, le vendredi, et puis la semaine d'après, on aura lundi, mercredi et vendredi peut-être parce que les cours a 5 chapitres. 5 chapitres. Et si vous manquez une séance en ligne telle que vous êtes là ce soir, il y aura toujours une vidéo après, un lien vers une vidéo après où vous serez redirigé pour pouvoir suivre les cours. Alors, comment vont se passer ces cours? Alors, premièrement, d'abord, il y a Webex. C'est sur Webex que nous allons travailler. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes tous connectés sur Webex aujourd'hui pour travailler. Donc, c'est une séance visioconférence. Donc, je suis en train de parler, je suis en train d'expliquer et vous serez en train de voir, de comprendre et tout. Alors, Cisco a une plateforme qui vous permet de lire les cours à votre propre rythme. La plateforme s'appelle NetAcad. Donc, à la fin de cette séance, je veux vous envoyer un lien et une vidéo qui va vous montrer comment créer un compte NetAcad. Alors, il est très important de créer le compte NetAcad parce que c'est sur NetAcad que vous pouvez lire les cours à votre propre rythme et surtout, c'est sur NetAcad que vous allez faire l'examen parce que cette formation est sanctionnée par un brevet Cisco et on obtient un brevet qu'après avoir fait et réussi son examen. OK? Je pense que vous êtes en train de me capter. Je veux juste me rassurer que vous êtes là. Si vous êtes là, tapez un dans le chat et ça va me rassurer qu'il y a ceux qui me suivent, ceux qui voient mon écran et qui me suivent sans problème. Voilà, super. Je suis en train de voir des 1, super. Voilà, vous êtes nombreux, super, ça va. Donc,
NetAcad, c'est la plateforme qui vous permet de lire les cours et surtout de faire l'examen final. Parce que c'est après avoir fait l'examen final que vous avez votre brevet Cisco. Alors, pour ceux qui sont à Kinshasa, euh, je, je, je- je pense que c'est écrit dans le groupe. Donc, ah, dès que vous finissez, les, les brevets est disponible. Alors, vous pouvez télécharger le brevet de vous-même, c'est sans problème. Soit vous pouvez vouloir que les brevets soient téléchargés chez nous. Et puis là, nous mettons le cachet de l'Académie Cisco qui est empreinte tech pour donner encore plus de la valeur au brevet. Donc, c'est toujours mieux qu'un brevet soit cacheté, donc soit estampillé. Donc, nous allons mettre ça pour vous. Donc, et ça, il faudra commander. Donc, il faudrait payer 7 000 francs, je pense. Donc, pour ceux qui sont en province et tout ça, il y a possibilité de le faire et de vous l'envoyer par mail. Donc, un brevet cacheté, ça donne plus de la valeur à la chose. Alors, il y a ceux qui disent qu'ils ne voient pas mon écran. Alors, si vous ne voyez pas euh, mon écran, allez juste là où il y a les tableaux, OK? Vous tapez au-dessus, en fait, si vous êtes sur votre téléphone, tapez sur Focus. Donc, vous allez voir un peu au-dessus, là où on a mis quatre, en fait, c'est une case séparée. Et il y a trois options. Il y a Grid, il y a Focus, et puis il y a Equal. Donc, choisissez Focus pour bien voir mon tableau. Si vous mettez Grid, vous allez voir quatre tableaux et ça va vous empêcher de mieux voir mon écran. Si vous mettez Equal, vous allez voir mon écran et vous allez aussi vous voir vous-même. Mais si vous mettez focus, vous allez juste voir mon écran et ça sera beaucoup mieux pour mieux suivre la leçon. Je, je, je pense que je me suis fait comprendre à ce niveau-là. Voilà. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer. Le premier chapitre s'intitule La nécessité de la cybersécurité. OK? La cybersécurité, alors, déjà, c'est quoi la cybersécurité? Donc, on va parler de tout ceci. Au- euh, Dans le chapitre parlant de la nécessité de la cybersécurité, d'abord, on va définir, donc on va donner le concept de base de la cybersécurité. Ensuite, on va expliquer c'est quoi les données personnelles. On va expliquer c'est quoi les données d'entreprise. Alors, je tiens à signaler à Mardoché Mandaka d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, Mardoché Mandaka, arrête d'appuyer là où tu appuies. Voilà, on va continuer. Données d'entreprise, ça sera le deuxième point de ce chapitre. Après, on va parler des agresseurs et les professionnels en cybersécurité. Parce que dans la cybersécurité, il y a deux grandes classes. D'un côté, il y a les professionnels en cybersécurité et de l'autre côté, il y a les agresseurs, c'est ce qu'on appelle les hackers. Alors, quel côté voulez-vous être? Soit vous êtes du côté du professionnel de la cybersécurité, soit vous êtes du côté noir, donc des agresseurs, ce qui n'est pas conseillé, ce qui n'est pas du tout recommandé. Et enfin, on va parler de la guerre cybernétique. Premièrement, d'abord, les données personnelles. Alors, c'est quoi la cybersécurité? La, la, la cybersécurité consiste à la protection d'un système et de données contre l'utilisation euh, compromettante ou soit non autorisée. Et cette utilisation non autorisée peut amener une violation. Donc, la cybersécurité, c'est une science qui nous permet à nous sécuriser sur la cyberespace. C'est quoi la cyberespace? C'est c'est l'espace
des objets connectés. Voilà, tout ce qui est connecté, les téléphones qui sont connectés sur Internet, les ordinateurs qui sont connectés sur Internet et tout ça. Là, tel que nous sommes là, vous êtes en train de suivre un cours en ligne. Donc, nous sommes dans la cyberespace. OK? Et on peut dire que notre classe est une cyberclasse. Pourquoi? Parce que c'est- c'est une classe qui est en ligne. C'est une classe qui est dans le réseau. OK? Voilà. Alors, et il faut savoir que, en général, nous avons deux identités. Donc, aujourd'hui, tel que nous sommes là, humains que nous sommes, nous avons deux identités. Nous avons l'identité offline et nous avons l'identité en ligne ou soit l'identité online. Alors, c'est quoi l'identité offline? L'identité offline, c'est votre identité avec laquelle vous interagissez régulièrement à la maison, à l'école ou au travail. Donc, c'est la personne que vous êtes en dehors de réseau. C'est la personne que vous êtes en dehors de l'Internet. C'est la personne physique que vous êtes sans pourtant toucher à votre téléphone, à votre ordinateur ou à quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui vous identifie, c'est votre identité offline. Après, il y a l'identité en ligne. Donc, l'identité en ligne, c'est la personne que vous êtes sur les réseaux. Donc, c'est la personne que vous êtes dans la cyberespace. Donc, récemment, je venais de parler du cyberespace. Donc, c'est la personne que vous êtes lorsque vous êtes connecté sur Internet, lorsque vous utilisez WhatsApp, lorsque vous utilisez Facebook, lo- lorsque vous utilisez Google et tout ça. Donc, tout ce que vous faites sur Internet vous identifie. Donc, c'est votre identité online. Et rassurez-vous que tout ce que vous faites sur Internet peut être mis ensemble pour vous définir. Donc, c'est ça votre identité en ligne. Et lorsque vous êtes sur Internet, il y a quelques règles à respecter. Et particulièrement ici, on nous dit lors de la création d'un nom d'utilisateur. Donc, lorsque vous créez un compte, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur je ne sais pas moi quel réseau social, donc il y a certaines règles à respecter. Donc, déjà sur la toile, donc sur Internet, évitez de donner trop d'informations sur vous. Sur Internet, évitez de donner trop de détails sur vous. Ceux qui vous connaissent réellement vous connaissent. Et ceux qui veulent vous connaître doivent vous approcher euh, pour mieux en connaître. Donc, sur Internet, évitez parce il y a des gens que moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré dans la vraie vie, mais je le vois sur Facebook, ils postent leurs enfants nouveau-nés, ils, ils, ils postent leurs enfants à l'école, donc du coup, on sait voir où étudient leurs enfants. Ils postent à temps réel où ils sont. Donc, lorsqu'ils sont dans un restaurant, ils postent ça à temps réel et tout et tout et tout. Tout ça, ce sont des choses à éviter sur Internet. Pourquoi? Parce que ça vous rend plus vulnérable. D'ailleurs, je peux vous le dire que même ceux qui se passent pour des influenceurs qui donnent l'impression de tout dire d'eux sur les réseaux, en réalité, ils disent pas tout parce il y a plusieurs points qu'ils cachent privés et c'est lorsque un buzz sort qu'on découvre certaines choses sur eux. Donc, vous aussi, sur Internet, donnez le moins d'informations sur vous. Les moins d'informations sur vous, ça vous protégerait. Alors, d'ailleurs, généralement, je ne sais pas si vous pouvez les remarquer, mais ceux qui sont
dans l'informatique, ils sont pas trop bavards sur les réseaux sociaux. Donc, il faut éviter ça. Et lorsque vous créez un compte, donc votre compte doit être adapté et respectueux. Donc, évitez les pseudonymes sur Internet qui peuvent froisser la morale et tout ça. Et ça ne doit pas aussi attirer une attention indésirable. Voilà. Alors, par rapport aux données personnelles, c'est quoi les données personnelles? Premièrement, on nous parle des données médicaux. Voilà. Actuellement, au Congo, il y a certains hôpitaux qui sont un peu plus développés qu'hier, où on a les dossiers médicaux électroniques. Donc, les dossiers m- médicaux d'un malade peut être numérisé, d'où on peut suivre son traitement par plusieurs médecins sans pourtant qu'on ait à constituer un dossier à chaque fois que la personne va voir un médecin. Donc, on sait voir que non, Monsieur X avait une telle maladie en 2003 et il en était guéri. Après, il y a eu ça, d'où ça permet à ce que lorsqu'il faut décider pour d'autres traitements, ça permet de mieux se décider par rapport aux produits et quoi que ce soit. Et c'est une science qui est plus développée ailleurs, mais ici, nous sommes encore en train de nous habituer à cela. Donc, les dossiers médicaux sont des dossiers très importants, très sensibles pour une personne et cela doit être bien caché. Et deuxièmement, il y a les dossiers scolaires. Les dossiers scolaires, c'est votre parcours académique scolaire. Ça retrace qui vous êtes, qui vous avez, qui euh, vous êtes, quoi vous avez fait, par où vous êtes passé. Donc, ça retrace tout cela et ce sont des dossiers personnels qui doivent être sécurisés. Enfin, il y a les dossiers d'emploi et les dossiers financiers. Donc, si vous êtes employeur quelque part et que vous avez un compte bancaire et tout ça, ce sont vos données personnelles. Alors, il est très important de pouvoir sécuriser la donnée. Pourquoi? Parce que actuellement, la donnée, c'est une matière première. Parce que la donnée, c'est l'information. Voilà. Données, information, ce sont deux termes interchangeables en informatique. Donc, on peut parler de la donnée ou soit de l'information séparée. Donc, je veux plus parler de l'information. L'information, c'est un point très essentiel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la personne qui a l'information a les pouvoirs. D'où c'est très important pour vous de pouvoir garder l'information. Parce que votre information, ou soit vos informations, ou les informations de votre entreprise, lorsque ça se retrouve chez une personne tierce, ça peut être utilisé à mauvais escient et puis ça peut même nuire. D'où il est très important de pouvoir garder cette information qui est censée être confidentielle, la garder autant confidentielle que possible. Et là, nous venons parler de trois dossiers personnels, de trois types de dossiers personnels. Alors, il faut savoir que ces données qui vous concernent, qui nous concernent, sont stockées quelque part. Il y a, par exemple, les dossiers médicaux qui sont stockés chez les médecins, donc dans les hôpitaux, ou soit chez les compagnies d'assurance pour, pour ceux qui ont, par exemple, l'assurance santé. Donc, vos dossiers médicaux sont stockés là-bas pour être suivis. Et ces informations entre les mains d'une personne malveillante, ça peut être mal utilisé. Après, il y a par exemple, les cartes des fidélités que nous avons dans, dans le magasin, dans le supermarché et tout ça. Alors, ça sert à quoi ces cartes-là? Ça sert bien sûr à nous faire de bonnes réductions de temps à autre parce qu'on est fidèle, on achète des trucs dans ces magasins-là. On peut nous faire des réductions. Alors, il y a des gens qui sont en train de m'écrire que
qu'il y a un problème de son. Est-ce que tout le monde a un problème de son? Ceux qui sont en train de m'écouter, 5 sur 5, veuillez taper 1 dans le chat. Ceux qui sont en train de m'écouter, 5 sur 5. Voilà, merci beaucoup. Je vois que certaines personnes sont en train de m'écouter. Alors, si vous avez un problème d'écoute, donc revoyez votre connexion. Soit vous coupez la connexion et puis vous, vous la redémarrez. Ça vous permettra de mieux me suivre. Alors, je suis en train de dire que les magasins ou soit les supermarchés nous donnent les cartes de fidélité pour faire de bons des réductions. Mais après, ces cartes de fidélité-là aussi servent à ce que ces magasins puissent comprendre nos habitudes. Ils savent désormais ce que nous avons l'habitude d'acheter et tout ça. Et ils peuvent vendre ces informations chez les entreprises de marketing pour nous faire la publicité bien ciblée. Donc, on sait que euh, euh, un tel client achète plus la dentifrice de telle marque, ok? Et ces magasins-là peuvent vendre cette information chez la concurrence, par exemple. Donc, on vend ça chez une autre entreprise qui fait d'autres dentifrices, afin que cette entreprise-là puisse nous contacter avec de- des super bons. Alors, ça peut nous intéresser pour acheter, ok? Après, il y a tout ce que nous publions en ligne. Alors, il faut savoir que lorsque vous publiez quelque chose en ligne, vous perdez le droit d'auteur sur la chose. Particulièrement sur Facebook. Lorsque vous publiez votre photo sur Facebook, dites-vous que vous avez perdu le droit d'auteur sur la photo parce que n'im- n'importe qui, n'importe où peut prendre la photo et faire avec ce qu'elle veut. Alors, il faut savoir que tout ce qui s'est fait sur Facebook sont conservés dans le serveur Facebook qui se trouve quelque part dans le monde. On représente ça par un nuage, mais ça se trouve, bon, pour Facebook, par exemple, c'est aux États-Unis d'Amérique. Donc, ces informations sont stockées là-bas. Après, même lorsque nous supprimons, alors ça, c'est quelque chose de très important, même lorsque vous supprimez quelque chose que vous avez mis sur Facebook, certes, c'est supprimé sur votre profil, mais ça reste dans le serveur de Facebook. Donc, un jour ou l'autre, ils peuvent récupérer ça. D'où il est très important de bien réfléchir avant de publier quelque chose sur les réseaux. OK? Après, ces informations aussi sont stockées dans votre appareil aussi. Ça peut être stocké sur votre machine, sur votre téléphone, ainsi de suite. Et ça peut même être euh, stocké dans le cloud. Donc, lorsque vous avez un compte cloud pour stocker vos informations là, nous avons parlé des endroits où sont stockées nos informations. Alors, comme j'étais en train de le dire tantôt, l'information est un bien précieux. Les cybercriminels, ce qu'ils cherchent, c'est l'information. C'est l'information vous concernant. Alors, la question qui est posée là, c'est de quelle manière les cybercriminels procèdent-ils pour prendre votre argent? Alors, information d'identification en ligne. Les voleurs ont accès à vos comptes. Déjà, lorsque vous créez un compte avec votre adresse mail et tout ça et un mot de passe, on va encore en parler dans ces cours. Tâchez à écrire de mots de passe qui sont difficiles à décrypter. Donc, un mot de passe complexe, ça rend encore la sécurité très, très forte. Alors, il est très important de pouvoir protéger vos informations parce que ces informations-là, une fois entre les mains d'une personne malveillante, ça peut être euh, utilisé pour de mauvaises fins. Pour quelle raison souhaite-t-il usurper votre identité? Alors, les cybercriminels ou soit les hackers cherchent à usurper votre identité pour un profit à long terme. Donc, on peut usurper votre identité aujourd'hui et pour que ça puisse être utilisé dans les années à venir ou soit dans les semaines à venir, dans le mois à venir.
Ils peuvent aussi usurper votre identité pour avoir vos avantages médicaux. Par exemple, si vous avez l'assurance santé, ils peuvent se passer pour vous pour avoir le soin de santé que vous avez droit. Après, ils peuvent aussi usurper votre identité pour pouvoir extorquer vos proches. Par exemple, euh, une personne dont le compte Facebook a été piraté, en tout cas, actuellement, il y a plusieurs comptes Facebook qui sont en train d'être piratés. En tout cas, ça se pirate tout le jour. Moi, je vois tout le jour de comptes qu'on pirate et tout ça. Donc, une personne dont le compte a été piraté et la personne derrière le compte peut se faire passer pour le propriétaire du compte et demander l'argent aux proches du propriétaire du compte. Par exemple, mon compte a été piraté et les criminels contactent mes proches leur demandant l'argent pour se faire passer pour moi. Dire par exemple que non, il est malade, il a ceci, il a cela, alors que ce n'était pas moi derrière ça. Donc, une fois que votre compte a été piraté ou soit votre identité a été usurpée, ça peut entraîner plusieurs choses, d'où il est très important de pouvoir garder ces informations confidentielles. Après avoir parlé des informations personnelles, on va parler maintenant des données d'entreprise. Alors, les données d'entreprise sont encore beaucoup plus importantes que les données personnelles parce que là, ça voit la fiabilité d'une entreprise et euh, une entreprise dont les données ont été volées, ça peut mettre l'entreprise en faillite. Parce que ces informations-là, une fois que ça se retrouve entre les mains de concurrents, ils peuvent utiliser pour nuire à l'image de l'entreprise. Alors, dans l'entreprise, il y a les données traditionnelles, on voit les, les données en rapport avec les personnels, tout ce qui est dossier des candidatures et tout ça, les propriétés intellectuelles, les, les côtés finance avec leur bilan comptable, leur tableau des trésoreries. Ce sont les informations privées pour une entreprise. Et ces informations-là ne doivent pas se retrouver ailleurs. Après, il y a l'Internet des objets et les big data. C'est quoi l'Internet des objets? Aujourd'hui, en fait, c'est une technologie qui est euh, en, en pleine évolution. Donc aujourd'hui, tout peut être connectable sur Internet. Déjà qu'on a des montres connectées, on a de portes connectées, on a de voitures connectées et la technologie va évoluer dans ces sens. OK? Et tout pourrait être connecté un jour à un autre. Donc, depuis votre bureau, vous pouvez commander à votre porte de la maison de se fermer ou de s'ouvrir. Donc, vous pouvez suivre plusieurs choses de loin. Et là, c'est grâce à l'Internet des objets qu'on appelle IoT. Après, il y a les big data. Les big data viennent maintenant de l'Internet des objets parce que tout est connectable. Aujourd'hui, il y a une grande masse d'informations à gérer. Et cette grande masse d'informations à gérer, c'est ça qu'on appelle le big data. Après, il y a ces cercles-là où on a mis confidentialité, intégrité et disponibilité. Ce sont de trois points importants de du système informatique en général et du réseau informatique en particulier. OK? C'est quoi la disponibilité? La disponibilité, c'est qu'un système informatique doit toujours être disponible pour ceux qui ont droit à l'utiliser. OK? Nous sommes dans une entreprise et puis nous avons un réseau pour notre entreprise. Ces réseaux doivent être disponibles pour nous. Donc, à chaque fois que nous avons droit à chaque fois que nous voulons nous connecter dans ces réseaux-là, les réseaux doivent nous permettre de s'y connecter. Lorsque un réseau devient indisponible, c'est un souci majeur pour une entreprise particulièrement.
Deuxièmement, il y a la confidentialité. La confidentialité, c'est le fait que les informations qui se retrouvent dans un réseau ou soit dans un système informatique doivent être confidentielles. Donc, ça doit être privé. Ça doit être comme un secret. Donc, ça ne doit pas se retrouver ailleurs. C'est ça qu'on appelle confidentialité. Après, il y a l'intégrité. L'intégrité, c'est lorsque l'information qui quitte un point A vers un point B, cette information-là ne doit pas être modifiée en cours de route. Donc, je, je suis ici, j'envoie un document à une personne qui est en Bandaka, par exemple. Mon document doit arriver net. Donc, l'information ne doit pas être modifiée en cours de route, sinon il y aura un sérieux problème dans la communication. D'où ce sont de trois points importants que nous mettons en place lorsque nous créons un système informatique ou soit un réseau. Alors, à la fin de ce cours aujourd'hui, nous aurons trois TP à faire. OK? Je vais nous l'envoyer à la fin. Ce sont des fichiers Word que vous pouvez lire et puis vous répondez sur la feuille Word, vous mettez votre nom et puis vous me l'envoyez par mail. Je veux vous donner l'adresse mail. Après, ce n'est pas une obligation pour avoir un brevet, j'insiste encore, mais c'est pour vous permettre à vous exercer. Voilà. L'impact d'une faille. Alors, ici est de signaler qu'aucun système informatique est sécurisé à 100%. Tout ce que nous faisons dans la cybersécurité, c'est de pouvoir réduire l'impact. C'est de pouvoir minimiser une agression. Mais les hackers trouveront toujours de nouvelles méthodes parce que les hackers, donc dites-vous qu'ils sont en train de travailler sans relâche. Ils cherchent toujours de moyens pour contourner un système informatique, ceci ou cela. Donc, tout ce que nous faisons dans la cybersécurité, c'est pour pouvoir minimiser ces risques-là d'attaque. Et c'est encore mieux de pouvoir minimiser ces dangers-là jusqu'à 99,8% par exemple, que d'en minimiser à 50%. Parce que lorsque vous êtes protégé à 50%, c'est une grande porte que vous laissez ouverte. Donc, il est encore mieux de minimiser les risques un peu plus beaucoup que d'en minimiser pas carrément. Alors, pour une entreprise, ce qu'il en court, c'est la réputation qui est ruinée. Donc, une entreprise qui a été sabotée. Donc, les, les informations qui ont été volées, ça ruine à l'image de l'entreprise. Parce que qui ferait confiance à une entreprise qui ne sait pas se protéger? Parce que dans certaines entreprises, nous leur donnons nos informations personnelles. L- Lorsque je pars sur fait, dans une banque, j'ai créé un compte et tout ça, j'ai mets mes informations, j'ai mets même ma date de naissance, je mets mon adresse, je mets ceci et cela. Ce sont mes informations personnelles. Et si la banque en question ne sait pas sécuriser cette information, donc la banque est aussi en train de me mettre en danger. Donc ça va nuire à la réputation de l'entreprise, de la banque pour cet exemple. Par exemple, donc ça peut même être l'objet du fait que la banque puisse perdre la clientèle. OK? Et en perdant la clientèle, c'est un chiffre d'affaires plutôt qui est perdu. OK? Et dans l'impact de la faille, il y a aussi le vandalisme, il y a le vol, il y a la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est une information qui est personnelle pour une création et tout ça. Donc, ça doit aussi rester privé parce que lorsque ça se retrouve ainsi de suite, ça crée un problème. Voilà.
Et par rapport aux entreprises qui ont subi les dommages et tout ça, il y a par exemple Vitech qui est une entreprise qui crée des jouets et ils n'ont pas pu sécuriser leur réseau et tout ça et les informations concernant les parents qui achetaient ces jouets pour leurs enfants se sont retrouvés sur Internet et ça fait que l'entreprise puisse perdre une grande partie de sa clientèle. Il y a également Equifax également qui a connu ces mêmes dommages. Après, on va parler des agresseurs et de professionnels de la cybersécurité. Je l'ai dit d'entrée, donc ce sont deux classes différentes. D'abord, premièrement, il y a d'abord les agresseurs. Dans la classe des agresseurs, il y a ceux que nous appelons les amateurs. Dans les amateurs, on voit les scripts qui disent. Les scripts qui, qui disent, ce sont les petits-enfants ou soit les personnes qui ne sont pas mieux outillées dans la cybersécurité, mais qui peuvent télécharger sur Internet parce qu'ils se retrouvent sur Internet plusieurs logiciels, plusieurs scripts qui ont déjà été conçus et on peut l'utiliser pour attaquer un réseau, pour attaquer un système. Et ces personnes-là qui n'ont pas assez de connaissances sur la cybersécurité peuvent utiliser ces outils-là pour pouvoir nuire à un système informatique. OK? Quand bien même qu'ils n'ont pas de compétences, mais ils arrivent quand même à nuire. Ça, ce sont ce qu'on appelle les amateurs. Après, il y a la classe des hackers. Dans la classe des hackers, il y a trois grandes parties. Il y a premièrement d'abord le chapeau blanc qu'on appelle en anglais le white hat. C'est quoi le white hat? Le white hat, ce sont des personnes qui ont de très grandes compétences en cybersécurité, mais ils l'utilisent en bon escient. C'est-à-dire, ils font quoi? Ils ont, par exemple, un bureau d'études pour étudier les réseaux. Alors, lorsque vous avez un problème, vous venez vers eux et puis vous leur demandez qu'ils puissent sécuriser votre réseau. OK? Ils, ils vont d'abord faire des tests pour voir si votre réseau est suffisamment sécurisé. Voilà, je parle du réseau, je parle du système informatique. Voilà, ça reste aussi interchangeable pour cette formation. OK? Que, que je parle du réseau ou du système informatique, c'est presque pareil. Alors, ces personnes, c'est vous qui venez vers eux et vous leur demandez de pouvoir mettre en place des mesures de sécurité pour votre entreprise. Et là, et eux, ils- ils travaillent du côté clair, voilà, du côté blanc de la chose, si on peut les dire. Après, je vais parler d'abord du chapeau noir et enfin, je vais chuter chez les chapeaux gris. Les chapeaux noirs, maintenant, eux, ils travaillent du côté obscur de la chose. Donc, eux, ils sont là en train de chercher les vulnérabilités d'un réseau, d'un système pour des fins bien précises. Et eux, très souvent, ils, euh, ce sont des pirates, donc ce qu'on appelle voilà, ceux qui bombardent ici et là, les termes m'échappent un peu. Voilà, les terroristes, ok, voilà. Ils peuvent être des terroristes ou soit ils peuvent faire ça pour des fins financières. Donc, ils viennent, ils attaquent un réseau et ils cherchent à ce que, soit ils volent les informations et ils vont le revendre à d'autres personnes. OK? Par, par exemple, j'avais donné l'exemple d'une banque. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs banques dans le pays et tout ça. Et les criminels peuvent attaquer une banque, ils volent les informations de cette banque-là et ils vont
les revendre à une concurrence, donc à une autre banque, et ça va créer un problème parce que lorsque la concurrence a vos informations, ils peuvent l'utiliser pour vous nuire. Après, ils peuvent aussi voler pour voler vraiment. Par exemple, ceux qui volent les comptes bancaires, le fait ils détournent et tout ça, ça c'est pour des fins bien précises qui est les besoins lucratifs. Après, eux, il y a les chapeaux gris. Les chapeaux gris, autrement appelés les grey hats, eux, ils sont dans la limite entre le bon et le mauvais. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous piratent, donc ils cherchent à accéder à votre système informatique ou à votre réseau sans votre accord. OK? Ils, ils y accèdent et après, ils viennent vers vous pour vous dire, voilà, on a pu se connecter sur votre réseau et on a vu ça. Donc après, nous pouvons vous proposer nos services. Donc nous pouvons sécuriser votre réseau. Alors là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que d'abord, le fait d'accéder dans un réseau, dans un système informatique qui ne vous appartient pas, donc vous y êtes accédé par effraction. Donc c'est un problème, c'est poursuivable à la justice. OK? Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est une science qui est en train de se mettre en place. Il y a des lois qui sont en train de se mettre en place en rapport avec ça. Au Congo, par exemple, il y a eu une loi qui a été promulguée l'année passée, mais ça a vraiment été mis en place cette année. Je peux vous envoyer les documents dans le groupe, donc qui, euh, qui définit un peu c'est quoi la cybercriminalité, ainsi de suite. Donc, le fait que vous entrez par effraction dans un système qui n'est pas le vôtre, c'est poursuivable en justice. Donc, c'est déconseillé. Donc, ces personnes-là qui font ça, par exemple, les chapeaux gris, lorsqu'ils viennent vers ces gens-là pour leur dire que voilà, on a pu faire ça et on peut vous sécuriser. Maintenant, la personne dont la, la confidentialité a été violée, cette entreprise est en droit soit de vous poursuivre en justice parce que vous avez commis une infraction, soit de vous engager pour travailler avec elle et pour enfin sécuriser son réseau. Donc, c'est un terrain très glissant que de travailler du côté obscur. Alors, les professionnels en cybersécurité, c'est qui? Les professionnels en cybersécurité, c'est la personne qui a le même compétence que l'hacker, mais il travaille dans un cadre légal. Donc, il travaille soit comme chapeau blanc, soit il travaille dans une entreprise comme chargé de la sécurité informatique. Donc, et Cisco particulièrement vous forme pour que vous puissiez être professionnel en cybersécurité. Donc, Cisco ne vous forme pas, ne vous montre pas d'éthique pour que vous puissiez l'utiliser pour nuire d'autres réseaux, mais il vous enseigne pour que vous puissiez apprendre comment vous protéger vous. OK? Bien sûr, pour apprendre comment se protéger, il faut aussi apprendre comment attaquer. Mais tu peux apprendre à attaquer sans pourtant attaquer. Voilà. Donc, ça doit être clair. Donc, lorsque vous apprenez, c'est pour être les professionnels en cybersécurité. Et dans un réseau d'entreprises, les menaces peuvent venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Les menaces peuvent venir de l'intérieur si, par exemple, il y a une personne dans l'entreprise qui est infiltrée, ok? Il est dans l'entreprise, mais il est payé par d'autres personnes pour voler les informations et le revendre ailleurs. Et, et un système informatique d'une entreprise peut être mis aussi en danger, par exemple, lorsque une personne de l'entreprise vient brancher un flash disk qui est infecté. Et très souvent, dans les entreprises, il y a les politiques en sécurité informatique. Ok? Dans la plupart d'entreprises aujourd'hui, c'est interdit, par exemple, d'amener un flash disk de l'extérieur et de venir le brancher
dans une machine de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça expose l'entreprise, donc c'est interdit. Et dans les entreprises sérieuses, il y a vraiment de politique par rapport à ça. Après, il y a aussi les menaces qui peuvent venir de l'extérieur. Et les menaces venant de l'extérieur viennent particulièrement des hackers et ils peuvent utiliser l'ingénierie sociale. Alors, c'est quoi l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, c'est le fait de manipuler une personne pour avoir les informations, ok? Tu manipules la personne et actuellement, plusieurs comptes Facebook ont été piratés sur base de la manipulation, sur base de l'ingénierie sociale. J'ai vu des captures ici et là où une personne vous écrit vous proposant d'avoir 50 gigabits, fait 50 gigaoctets de forfait Internet et il vous dit que je vous envoie un code par SMS, envoie-moi ces codes-là pour avoir 50 gigabits d'Internet et tout. Une fois que vous lui renvoyez les codes en question, c'est votre compte Facebook qui a été piraté. Donc, c'est ça l'ingénierie sociale. Alors, sur Internet, il faut pas céder à la manipulation psychologique. OK? Une chose, fait, on te propose quelque chose sur base de rien, dis non. Voilà. La guerre cybernétique, c'est les derniers points. On va finir ici. La guerre cybernétique, c'est une guerre qui se passe dans la cyberespace. Et nous avions eu à définir la cyberespace. Donc, c'est l'espace où tout est connecté. Et Stuxnet, particulièrement, c'est la première guerre cybernétique qui a existé. Dans cette guerre cybernétique, il y a les États-Unis qui s'étaient mis ensemble avec l'Israël, donc les hackers des États-Unis. Donc, les gouvernements américains a mis ensemble ces professionnels en cybersécurité ensemble avec les gouvernements euh, israéliens afin de déclencher une guerre nucléaire vers l'Iran. Et tout s'est passé dans la cyberespace. Donc, ce n'était pas avec la, euh, les armes physiques et tout ça, ça s'est passé sur la cyberespace. Et la guerre cybernétique vise surtout à saboter les infrastructures dans notre pays. Par exemple, aujourd'hui, dans le pays qui sont développés, tout est informatisé. L'électricité est informatisée, l'eau, les gaz, les trains et tout ceci. Donc il suffit de cliquer quelque part, il suffit de débrancher quelque part pour voir que tous les systèmes est mis KO. Et la guerre cybernétique vise exactement ça. Donc, on ne viendra pas vous tirer avec les armes, mais on vient toucher quelque chose en rapport avec l'informatique, mais qui peut déstabiliser tout un pays, qui peut déstabiliser tout un système. Et ça crée une manque de confiance venant de la part de la population. Donc, lorsque le peuple voit que non, les gouvernements ne peuvent pas nous protéger, du coup, le peuple perd aussi la confiance à ses dirigeants. Voilà. C'est ici que la formation d'aujourd'hui s'arrête. C'est ici que la séance d'aujourd'hui s'arrête. Alors, comme résumé, nous avons parlé des données personnelles, nous avons parlé de leurs valeurs ainsi que de données des entreprises. Nous avons parlé de l'impact d'une brèche de la sécurité. Nous avons défini les professionnels en cybersécurité et puis les hackers. Donc, ceux, ceux qui sont professionnels en cybersécurité, on les appelle, fait, ils font la cybersécurité du côté éthique. OK? Donc, ce sont les professionnels en cybersécurité. Après,
Enfin, nous avons parlé de la guerre cybernétique. Alors, comme je le disais tantôt, le cours va s'étendre sur 5 chapitres et c'est un cours introductif. Donc, ne vous attendez pas à devenir professionnel en cybersécurité après avoir suivi une formation de 2 semaines. La cybersécurité est une science très vaste et ces cours, c'est juste la partie introductive. Après, pour ceux qui voudront, il y aura plus, il y aura plusieurs étapes à franchir jusqu'à arriver au bout. Après, il y a le compte NetAcad. Donc, c'est important d'avoir un compte NetAcad. Dès que la réunion finit, je vous envoie les liens vers une vidéo et un lien qui vous permet de pouvoir créer votre compte NetAcad. Créez le compte NetAcad parce que c'est sur NetAcad que vous pouvez lire le cours à votre propre rythme et c'est sur NetAcad aussi que vous allez faire l'examen qui va sanctionner votre cours pour que vous puissiez avoir le brevet des Cisco. Donc, c'est encouragé et c'est même obligatoire, c'est important, c'est primordial d'avoir un compte NetAcad. Alors, pour ceux qui ont des questions, je vais laisser les groupes ouverts pendant un moment avant de les fermer. Nous fermons les groupes pour éviter les dérangements. Il y a de gens qui peuvent écrire pour ne rien dire, qui peuvent envoyer des publicités, qui peuvent envoyer de choses qui n'ont rien à voir avec la formation, d'où c'est toujours important de fermer les groupes. Entre-temps, portez-vous bien. Bonne soirée à vous.